Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour ce nouveau forum. La nuit a été dure dimanche en Ukraine, aveu du président Volodymyr Zelensky. Au 4e jour de l'offensive lancée par Vladimir Poutine, la bataille pour le contrôle de Kiev se poursuit. Situation sur le terrain, réactions internationales, compréhension du conflit, conséquences sur l'Afrique, le point sur l'opération militaire russe en Ukraine, avec au plateau deux invités, M. Goyou Kegewe, qui nous fait l'honneur une fois encore d'être au plateau. Bonjour M. Kegewe. Bonjour, bonjour Gilles. Vous êtes ancien diplomate, journaliste. Oui, merci pour l'invitation. Homme politique aussi. Avec vous, Maître Éric Emmanuel Sosa. Maître, bonjour. Bonjour Gilles Boucaud. Vous êtes avocat au barreau de Lomé, mais aussi analyste politique. Vous êtes régulier sur notre plateau. C'est toujours un plaisir de vous rejoindre. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer au débat avec des questions écrites via WhatsApp, plus 228 96 46 10 31. Écrivez-nous d'ores et déjà sur le thème du jour. L'Ukraine est-elle tombée dans un piège authentique? Entre griffes, 228 96 46 10 31. Quel regard portez-vous donc sur ce conflit russo-ukrainien? Quelle en sera l'issue selon vous? L'Afrique sera-t-elle touchée par le conflit? Se dirige-t-on vers une troisième guerre mondiale? Ma interrogation à vous, n'hésitez pas à nous écrire et nos invités au plateau se feront le plaisir de vous répondre. Maintenant, pour commencer, Russie, opération militaire en Ukraine, Kiev est-il tombé dans un piège authentique? Zelensky est-il tombé dans son propre piège ou celui de la Russie? Comment analysez-vous la situation, M. Kegewe? Écoutez, contrairement à tout ce qu'on pense, l'OTAN, comme l'a dit Daher Sarkozy, ça n'existe pas. C'est des intérêts politiques qui dirigent le monde, je disais plutôt des intérêts économiques qui dirigent le monde. Et si piège il y a, c'est pour capter quelques bénéfices à caractère économique et financier. Les gens qui parlent au nom de l'OTAN, qui instrumentalisent l'OTAN, on l'a vu à plusieurs reprises et on reviendra là-dessus. Ces gens savent eux-mêmes que l'OTAN, c'est une coquille vide, mais ils l'utilisent parce que ça arrange un peu leur affaire. Dans le cas de l'Ukraine, aujourd'hui, on veut nous faire croire que Poutine a envahi l'Ukraine, mais Poutine n'est pas allé en guerre de conquête en Ukraine. Poutine veut se protéger parce qu'il n'y a personne au monde, même un idiot, qui acceptera qu'on vienne laisser des bombes à la porte de sa maison. Monsieur Gilles, même à la maison chez vous ici, vous n'accepterez jamais que votre pire ennemi, si vous en avez, vienne mettre tout ce qu'il veut devant votre porte. Personne ne l'accepte. Mais chacun fait chez lui ce qu'il veut. Chacun fait exactement chez lui ce qu'il veut. Mais quand ta maison sert de piège aux ennemis de quelqu'un pour le prendre, et tu n'es plus chez toi pour faire ce que tu veux, parce que c'est un piège qu'on m'a posé, je le vois, et je dois le désactiver. L'Ukraine est devenue un immense piège à ciel ouvert pour Moscou, et Moscou se doit de réagir, parce que ni les Français, ni les Américains, ni les Allemands, personne n'accepterait qu'on mette des bombes à la porte de son pays. Pour vous, quelle est la nécessité de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, l'alliance du traité de l'Atlantique Nord? Ce n'est pas du tout nécessaire, c'est une provocation vis-à-vis de Moscou. Ce n'est pas nécessaire, l'Ukraine vit très bien sans être membre de l'OTAN. L'Allemagne, la France, les États-Unis vivent très bien sans l'Ukraine dans l'OTAN. Maintenant, l'Ukraine est devenue, disons, quand vous voulez attraper des souris, vous mettez des arachides ou des têtes de poisson sur le piège et vous le gardez. Voilà, l'Ukraine est devenue la cacahuète ou la tête de poisson avec laquelle on veut attraper la souris, qui est l'Union soviétique, qui est la Russie. Et c'est ça que la Russie, Vladimir Poutine, a vu et ne veut pas hypothéquer la sécurité de son pays juste pour faire plaisir à Biden ou à Macron. Non. L'Union soviétique, c'est un grand pays, 17 millions d'habitants, plus de 17 millions de kilomètres carrés, plus de 150 millions d'habitants. On ne va pas s'amuser avec des petits minus comme l'Ukraine, comme la France, ça ne compte pas.
Oui, maître Sosa, la dislocation de l'Union soviétique en 91, il est dit abondamment dans les médias que les Russes ont eu un accord avec les États-Unis, accord selon lequel les États baltes, les États proches de la Russie ne devraient pas adhérer à l'OTAN. D'où est venue cette idée de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN? Zelensky est tombé dans son... Est-ce que c'est lui qui est tombé dans son propre piège? Non, je ne pense pas que ce soit un piège de Zelensky qui s'est refermé sur lui-même. Vous savez, le problème de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, en fait, c'est pas nouveau. Le problème existait avant. Il faut se souvenir que depuis que l'Ukraine a acquis l'indépendance, il y a eu des crises politiques en Ukraine, mais l'Ukraine a toujours eu à sa tête des présidents qui étaient pro-russes. Donc il n'y avait pas de problème. C'est à partir du départ de Viktor Yanukovych. Yanukovych, souvenez-vous, c'est le président pro-russe à qui les Occidentaux ont fait un quasi-coup d'État en organisant ce qu'ils ont appelé le printemps, la révolution orange, puis le printemps de Maïdan. Maïdan étant, disons, une opération de sabotage où on a mis des opposants de toute sensibilité dehors pour conspuer le président et obtenir qu'on le chasse et qu'il parte par la petite porte. À partir de ce moment-là, les choses se sont aggravées à un point que sont venus diriger l'Ukraine des gens qui ont une sensibilité anti-russe. Et à partir de ce moment-là, la Russie a réagi de façon instinctive. C'est-à-dire que tant que gouvernent en Ukraine des gens qui ont la même sensibilité, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, sur ce sujet, aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on fasse un travail d'océanographe, parce que le sujet est souvent traité sur la surface qu'offre l'actualité aujourd'hui. Mais il faut remonter à plus loin pour savoir pourquoi, en réalité, ce n'est pas un piège du tout. C'est-à-dire qu'il faut voir qui est Vladimir Poutine. Poutine, je crois que dans son ADN, il résonne toujours comme un patron du KGB, en fait. Il n'a pas encore remisé son costume d'agent du KGB. Et il est à la tête d'un État qu'il veut venger, en quelque sorte, des humiliations qu'il y a eu après la dislocation de l'ex-URSS. Et il se vit comme étant le président qui va restaurer l'honneur de la Russie. En fait, en étant dans cette psychologie-là, voir vraiment sur son flanc, tous les jours, on lui a fait le coup, c'est vrai, vous avez parlé de cet accord qu'il y a eu entre George Bush, Herbert Bush, le père, et à l'époque, et le président Gorbatchev, puis Eltsine, qu'il n'y aura pas d'expansion de l'Atlas de l'OTAN sur les pays de l'ancien bloc soviétique. C'était l'accord qu'on avait obtenu et c'est en fait la monnaie de change pour obtenir la réunification de l'Allemagne. Oui, mais cet accord n'a jamais été respecté. Non, il n'a jamais été respecté par qui? Par les Occidentaux. Par les Occidentaux, notamment par l'OTAN. Bon, je diverge un tout petit peu avec monsieur l'ambassadeur parce que pour moi, l'OTAN existe. Il a une réalité politique, géopolitique important, parce que c'est quand même composé de 35 États, qui sont tous, c'est vrai, vassalisés par les États-Unis, mais l'OTAN est, avec l'Union européenne, une face militaire d'une même médaille, l'Union européenne étant la médaille civile. Mais tout ça participe de ce que j'appelle l'Occident conceptuel, dans lequel vous retrouvez toujours les mêmes, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Union européenne tout entière, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui les rejoignent. Donc du coup, avec ce bloc-là, tout ce que vous ferez qui reçoit leur assentiment, c'est la raison. Tout ce qui se fait qui n'a pas leur assentiment est le tort. Donc à partir de ce moment-là, nous vivons toujours sous les prismes de la guerre froide, en fait. On a toujours la bipolarisation qui continue, alors que le monde aspire à une multipolarité qui va le sortir de cette logique antagoniste permanente où on est les amis des uns ou les ennemis de l'autre. Et c'est là tout le problème, parce que l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, a raison. Pourquoi accepterait-on
d'avoir sous son seuil à chaque fois des ennemis menaçants. Et l'Ukraine est devenue finalement cet ennemi menaçant, c'est-à-dire cette espèce de cheval de Troie des États-Unis et de l'OTAN à la porte de la Russie. Alors, écoutez, on a beau dire, hein, il ne s'agit pas aujourd'hui de venir dire bravo, merci, ce que fait la Russie est bien, pas du tout. Si on est dans la logique de, du traité de San Francisco qui a créé l'ONU, la Russie a tort d'envahir un État souverain. Point barre. Mais alors, à ce moment-là, une fois qu'on a dit ça, tous les jours, l'OTAN et les Américains envahissent allègrement d'autres pays sans que personne ne bronche. Alors, on a le cas de la Libye, de la Syrie. Oui, le cas de la Libye, de la Syrie. Ils ont créé le Kosovo qui n'existait pas du tout. Alors, la Libye, la Syrie, vous l'avez dit, mais l'Irak, mais la Côte d'Ivoire. On a installé un président avec une armada otanesque. C'était la France, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et les États-Unis derrière qui disaient, bon, ben voilà, nous on joue la carte de la France. On a installé un nouveau président en Côte d'Ivoire en enlevant le premier, enfin le prédécesseur, en le mettant dans le système judiciaire. Peut-être un raccourci que vous prenez parce qu'il y a eu des élections certifiées par les Nations Unies que Laurent Gbagbo n'a pas accepté. Bon, ça c'est une autre histoire dans laquelle on ne va pas s'engouffrer. Qui n'acceptent pas des élections, y compris en Ukraine, y compris en Biélorussie, et personne ne dit rien. Voilà. Si je tire une première conclusion de votre développement, c'est que l'Ukraine est devenue en quelque sorte une étoffe rouge qu'on agite devant le taureau russe. Et cette étoffe est survenue à la suite de la montée au pouvoir, propulsée finalement, on va dire, selon Maître Sosa, par les Occidentaux. Je parle de Zelensky, un acteur de cinéma porté au pouvoir par une forme de populisme qui a pignon sur rue dans tous les pays. Finalement, on va se dire que les peuples ont quelquefois tort de porter à la tête de leur pays, entre guillemets, n'importe qui, des musiciens, des footballeurs, je n'ai rien contre eux, mais des acteurs de cinéma, parfois, même des acteurs de porno, comme celui-là, le temps en Italie. Écoutez, Gilles, je crois que ce qui se passe en Ukraine est tout simplement scandaleux, inacceptable. On n'a pas besoin d'être russe pour rejeter ça. Il suffit d'avoir un peu de jugeote et vous savez que ce qui se passe est inacceptable. Mais il y a des acteurs de cinéma qui sont devenus présidents et qui ont abattu un travail formidable tel que... Arnold Schwarzenegger? Non, pas Schwarzenegger. Ronald Reagan. Ah, oui. Qui a d'ailleurs fait tomber le mur de Berlin. Et c'était un acteur de cinéma, mais c'était un homme à la hauteur de ses ambitions et des ambitions que portait son pays. Mais quand vous mettez un Zelensky, dont l'élection au pouvoir à Kiev a été en réalité tenue par les mafias et les nazis, ça pas même les néo-nazis, et les nazis. Parce que depuis 3 jours, Poutine parle de dénazifier l'Ukraine. Personne n'en parle, personne ne veut commenter ce mot. On commente tous les mots de Poutine, sauf dénazifier. Pourquoi il veut dénazifier l'Ukraine? Parce que l'Ukraine est aujourd'hui le seul pays au monde où les nazis ont pignon sur rue, où on fait encore le talus hitlérien, où on défile encore avec la croix gammée, où l'antisémitisme est encouragé. Mais curieusement, c'est ces nazis-là que la France et les États-Unis soutiennent aujourd'hui pour foutre le bordel en Ukraine. Et ce Zelensky, il doit être soit un membre de la mafia ou un néo-nazi. Donc, il a été élu par ces gens, et ces gens, ça ne réfléchit pas beaucoup. Ça regarde les intérêts et ça tombe sur les intérêts. Donc, si Poutine parle de dénazifier l'Ukraine, il faut faire très attention à ce mot, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a une bonne frange d'Ukrainiens qui se sont battus pour les Allemands. Mais après la guerre, on a dénazifié toute la planète. Hein. Les gens sont allés jusqu'au Chili, jusqu'en Argentine, Paraguay, Uruguay, Brésil, pour attraper les chefs nazis. Mais on n'a touché à aucun nazi en Ukraine. Et ils ont aujourd'hui pignon sur rue, ils sèment la terreur partout. C'est eux qui foutent le bordel à l'est de la Russie, à Lugansk et Donetsk. C'est eux, c'est les nazis.
avec le soutien de Zelensky, parce que c'est eux qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Est-ce que vous vous imaginez qu'après les accords de Minsk, quand il fallait faire un gouvernement, Zelensky a mis les nazis, il a mis les mafieux, mais il n'a pas mis les gens de l'Est de l'Ukraine. C'est pas sérieux. Parce que là-bas, il y a des gens qui sont russes. Et lui, à tout moment, il veut prouver qu'il est contre les Russes et qu'il est pour les Occidentaux. Mais les Occidentaux n'oublient pas que ce Zelensky, en fait, c'est un pur produit du soviétisme. Vladimir Poutine, un grand stratège, c'est à l'improviste qu'il a lancé son offensive militaire, c'est ainsi qu'il l'appelle, et d'autres parlent d'invasion. Vladimir Poutine, le président russe, qu'on écoute. Chers camarades, vos pères, grands-pères, chers camarades, vos pères, grands-pères et arrière-grands-pères ne se sont pas battus pour défendre notre parti, pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine. Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien et non à la gente antipopulaire qui vole et harcèle son propre peuple. Ne suivez pas ces ordres criminels. Vladimir Poutine, le président russe. Donc, ça veut dire que Vladimir Poutine n'est pas aussi fou que ça. Vladimir Poutine est aujourd'hui le chef d'État au monde le plus réfléchi. C'est tout. Vous assumez vos propos, malgré tout ce qui se dit sur lui. Oui, qu'il est paranoïaque. Qu'il est paranoïaque, qu'il est dictateur, il est sanguinaire. On a eu pire que Attends. On a eu pire que lui. Est-ce que c'est Vladimir Poutine qui a rasé la Libye? Est-ce que c'est lui qui a rasé l'Irak? Est-ce que c'est lui qui a essayé de raser la Syrie? Est-ce que c'est Vladimir Poutine qui est encore allé assiéger les talibans pendant 10 ans et après fuir comme des lapins? Est-ce que c'est Vladimir Poutine qui est venu imposer des militaires dans des pays africains? Des militaires ont dit partez, ils disent nous pas bouger. Est-ce que c'est Vladimir Poutine? Mais il y a des fous partout sauf Poutine. Et les fous, vous les connaissez. Ils veulent dominer le monde. Par la force, ils l'ont toujours fait. Et dans tout ça, quand vous lisez les commentaires, c'est incroyable de voir comment des Africains prennent fait cause pour ceux qui leur ont passé la corde au cou et qui tirent depuis 200, 300 ans. C'est pas possible. Vladimir Poutine se bat pour la liberté et pour la liberté du monde. Tous ceux qui aujourd'hui veulent la liberté doivent écouter ce que Vladimir Poutine dit. Le seul problème aujourd'hui, selon moi, c'est que l'Ukraine, la population, mais ça fait pitié, c'est pas normal. Vous voyez les gens qui sont obligés de fuir leur maison, plus de 115 000 réfugiés, rien qu'en Pologne, mais il faut les envoyer en France. Rien qu'en Pologne, 115 000, et ça ne fait que commencer. Donc, ces populations-là, quand vous les regardez et vous savez que nous sommes en hiver, vous pouvez deviner combien il est difficile pour ces femmes, ces enfants. J'ai vu hier une vieille courbée en deux, à peine pouvant se tenir debout. Mais chaque fois qu'on voit ces souffrances, on voit des bombes qui tombent sur des immeubles d'habitation. Qu'est-ce qu'on fait à l'Ouest? Macron augmente le volume des sanctions. Mais c'est quoi cette foutaise de sanctions? Vous croyez que l'Union soviétique va accepter qu'on vienne mettre des bombes atomiques en Ukraine parce qu'ils craignent les sanctions? Les Russes sont habitués à vivre avec très peu. Si vous connaissez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, vous saurez que l'Ukraine et les Russes survivront à tout. C'est un pays immense, c'est un pays dont la population est décidée. Voilà. Maître Sosa, Vladimir Poutine fait ce qu'il a dit. Il a plusieurs fois averti. Pourquoi il n'a pas été pris au sérieux? Pourquoi Zelensky a continué son concubinage avec l'OTAN, comme vous l'appelez, oui, malgré comment on va dire, les mises en garde de la Russie? Ben, écoutez, parce que nous avons à la tête de ce pays un homme politique irresponsable, principalement. Et nous avons justement à côté de lui des parrains qui sont hypocrites et finalement assez couards. Je vais expliquer pourquoi. Il faut se souvenir, hein, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une historicité dans le crescendo de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Et ça a été à chaque fois mis en scène et entretenu par les parrains de tous les présidents qui se sont succédés depuis Yanukovych en Ukraine. On a vu
un gouvernement. Au moment de Maïdan, la formation du gouvernement était dictée par Washington. C'était dicté, on a les enregistrements de la conversation téléphonique. C'est Washington qui a choisi les gens qui faisaient partie du gouvernement de Petro Poroshenko. Donc, vous voyez que à partir de ce moment-là, même l'élection de ce gentil garçon, Zelensky, il est plutôt sympathique. On le prend en pitié, on a beaucoup d'empathie pour le personnage. Mais quand même, il ne faut pas venir jouer les zozos avec la vie des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, moi j'ai une sensibilité qui me porte à chaque fois à vouloir d'abord défendre et secourir les peuples suppliciés. Et si aujourd'hui le peuple ukrainien se retrouve dans cette situation, d'abord, j'aspire à ce que ce peuple connaisse la paix rapidement, mais il faut quand même que ceux qui tiennent la mèche, les boutefeux de Paris, Londres, Bonn, enfin Berlin et Washington, se ressaisissent un tout petit peu parce qu'ils ne vont pas y arriver aussi facilement. Vous savez, j'ai bien aimé la réponse de Mme Florence Parly à un journaliste qui la harcelait, lui demandait quand est-ce que vous allez intervenir pour sauver l'Ukraine. Elle a dit, nous n'allons pas faire cette folie parce que la Russie est une puissance nucléaire. Alors pourquoi l'OTAN a poussé Zelensky à l'invasion russe? C'est ce que je dis. Tout en sachant qu'ils ne pouvaient pas intervenir. Parce qu'ils sont irresponsables. En ce moment, ils sont en train de le gaver d'armement. Vous vous rendez compte, ils ont reçu, ne serait-ce que l'année dernière, pour 2,5 milliards d'armement de la part des Européens et des Américains. Oui. Pour faire quoi? Et cela se poursuit, la Finlande, le Danemark, l'Italie, l'Allemagne. Pour faire quoi? Pour combattre la Russie? Ils savent très bien qu'ils n'y arriveront pas. Alors si vous voulez, vous avez le droit, hein, parce que vous êtes brave, de prendre un couteau suisse pour aller combattre un char d'assaut. Ça, c'est votre droit le plus absolu. Mais quand on vous écrase, il ne faudra pas venir pleurer en disant que l'autre est méchant. C'est ce qu'ils sont en train de faire et on le pousse en disant sois courageux. Vas-y, Vlado, on te soutient, on se soutient. Pas Vlado, Zelensky. Volodymyr, voilà. Vas-y, on te soutient, voilà, on est derrière toi et tout, on va punir la Russie. Alors, en ce moment, la Russie est bannie du SWIFT, c'est-à-dire qu'on est en train de complètement l'asphyxier économiquement et son système bancaire va être complètement inopérant parce qu'il ne pourra plus faire des opérations avec l'extérieur. Sauf que ceux-là même qui sont en train de faire ça, ils savent combien ils dépendent de la Russie pour les hydrocarbures et pour beaucoup d'autres choses. Le blé va coûter très cher, mais mes chers Africains, apprenez à manger le mille bientôt, parce que ça va devenir difficile. On va revenir sur ce chapitre. Le temps donc d'évoquer ce que vous avez appelé la couardise de l'OTAN, qui n'est pas intervenue pour le moment. Et qui n'interviendra pas. Ah bon, vous êtes formel. Non, attendez, non, ils vont pas le faire. Vous savez quoi? On peut revenir un tout petit peu en arrière. Oui, mais est-ce que l'OTAN ne va pas monter en puissance? Parce que pour le moment, la Finlande, le Danemark, l'Italie, l'Allemagne ont fermé, annoncent avoir fermé l'espace aérien à la Russie. La France aurait raisonné ça va être plus long, mais la Russie va contourner, va passer par la Chine et la Mongolie et les avions atterriront quand même. Cette histoire d'espace aérien, savez-vous que tous les vols qui partent de Paris sur Pékin, Tokyo, passent par la Sibérie? Ah oui. Savez-vous ça? Mais Poutine ne fait que rire. Devant ces petites mesures, Poutine sait par où il les tient. Parlons des armements qu'il distribue. Mais l'OTAN a cette technique confirmée. Hein? Et en Libye, ils ont fait quoi? Ils ont distribué massivement des armes et de l'argent, soi-disant pour lutter contre Kadhafi. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était pour envahir l'Afrique noire et permettre sa recolonisation par l'Occident. L'OTAN, c'est l'OTAN qui distribue les armes. L'OTAN est revenue maintenant au Sahel, par exemple, portant le masque de la France. C'est la France qui va devant. On dit, Danois, venez. Suédois, venez. Et les autres, là, venez. Mais c'est la France. On dit que c'est la France. En fait, c'est le même OTAN qui fout le bordel partout. On ne sait pas pourquoi Macron, la France, accepte de jouer ce rôle, parce que la France est en train actuellement d'avaler quelque chose qui est plus gros que sa gorge. Mais on a pris les sanctions. On a gelé les avoirs de Poutine, des autres. Mais si Poutine veut, il vient jusqu'à Paris chercher ses biens. Ces petits amusements-là, les Français doivent se rappeler la guerre, ce qu'ils ont vécu. Quand on regarde aujourd'hui des milliers
d'Ukrainiens en train de fuir, les Français ont fui de la même manière devant les armées hitlériennes pour aller se réfugier à Vichy, et ils sont venus appeler nos frères pour aller les défendre. Ils ont fui de la même manière. Ils doivent se rappeler cela et avoir pitié des Ukrainiens. Mais ils jouent au gros bras. Mais Biden a assis chez lui. Biden sait que la première bombe atomique ne tombera pas sur le sol américain. Biden sait très bien, en cas de guerre nucléaire, où les premières bombes soviétiques vont tomber. Quand on parle du fameux missile Satan 2, et on s'amuse, à chaque fois que vous lisez quelque chose sur le missile, on dit qu'il est programmé pour détruire un territoire comme la France. Et on dit la France. On aurait pu dire un territoire de 500 000 km², mais on dit toujours la France. Alors, moi je crois que les Français, qui se laissent mener en bateau par des dirigeants menteurs, manipulateurs, par des médias vendus sans consistance, sans âme, mais les Français doivent se réveiller. Aujourd'hui en France, la seule personne que je n'aime pas d'ailleurs, mais qui a dit quelque chose de sensé, c'est Nicolas Sarkozy. Éric Zemmour aussi a fait une analyse de la situation. Nicolas Sarkozy, que je n'aime pas beaucoup, pour une fois, a dit quelque chose qui m'a plu, à savoir qu'il faut mettre à la corbeille toutes ces institutions multilatérales. C'est du bordel. Et Sarkozy sait de quoi il parle, puisqu'il avait pu utiliser l'OTAN à sa guise pour raser la Libye. Donc l'OTAN est devenue comme une armée de mercenaires. Quand Sarkozy veut aller me raser la Libye, ils y courent. Aller me raser la Syrie, ils y courent. Quand les Américains veulent aller me raser l'Irak, ils y courent. L'OTAN, c'est du bordel, c'est une prostituée au service des dirigeants de certains, pas tous, de certains dirigeants occidentaux. Est-ce que c'est une prise de conscience momentanée? En tout cas, le président ukrainien Zelensky pense que la réponse de l'OTAN, l'Alliance, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, tarde à venir. Une assistance trop lente, hein, selon lui. On va écouter Zelensky, le président ukrainien. Впевнений, ви це бачите, ви всі, вся Європа. Je suis sûr que vous la voyez, vous tous, toute l'Europe. Mais nous ne voyons pas complètement ce que vous allez en faire. Comment allez-vous vous défendre alors que vous nous aidez si lentement en Ukraine? Annulation des visas pour les Russes, déconnexion de SWIFT, isolation complète de la Russie, rappel des ambassadeurs, embargo sur le pétrole, fermeture du ciel. Aujourd'hui, tout cela doit être sur la table, car c'est une menace pour nous tous, pour toute l'Europe. Vous pouvez encore arrêter l'agression. Nous devons agir sans délai. Бо йдеться про загрозу нам, всім нам, всій Європі. Ще можна зупинити агресію. Треба діяти без зволікань. Maître Eric Emmanuel Sosa, Zelensky pense que la réponse de l'OTAN n'est pas appropriée. C'est naïf, selon vous? C'est naïf et finalement, il ressemble à un désespéré. Écoutez, quelles que soient les sanctions dont on voudra accabler la Russie a un plan qu'elle est en train de dérouler et qu'elle ne va pas s'arrêter de dérouler. Le problème, il est simple. Il faut comprendre que l'Ukraine est consubstantielle à la survie de la Russie. L'Ukraine, vous savez, le mot Ukraine, que ce soit en russe ou en ukrainien, ça veut dire frontière, ça veut dire en fait l'état tampon. Et quand vous regardez sur la map monde, l'Ukraine est exactement le pays qui fait le lien entre l'Europe occidentale, enfin l'Europe centrale aussi, et la Russie. Alors, si vous voulez, voir ce pays-là échapper à son influence. D'ailleurs, quand on parle de son influence, il faut qu'on remonte un petit peu dans le temps et qu'on fasse un tout petit peu de parcours historique pour voir comment on en est arrivé là. L'Ukraine est le foyer de l'Empire russe, c'est-à-dire les tsars, et ça commence par le tsar Alexis Ier, le tsar Alexis Ier, qui a été le premier empereur de toutes les Russies, a été intronisé à Kiev. Et c'était déjà, à l'époque, on était en 1654. En 1654, c'est à partir de Kiev que les empereurs, enfin, les tsars russes étaient intronisés. Donc, quelque part, le pays est le cœur de la culture slave.
C'est un peu comme le berceau de la culture slave. Alors, ce pays-là doit, dans la conception de quelqu'un comme Poutine, être rattaché à la mère patrie, qui est la Russie. Et comment est-ce que on a créé une république ukrainienne pour la première fois? C'est au moment du tricentenaire du traité de Kiroslav que Nikita Khrouchtchev avait décidé de restituer la Crimée à l'Ukraine. Et à ce moment-là, la Crimée, c'est un élément très important dans le débat aujourd'hui. Il faut savoir que la Crimée est le foyer du port en eau profonde et en eau chaude de la Russie. Et finalement, c'est le plus grand port. C'est un joyau stratégique pour la Russie. Et on est en train de lui enlever cela. Vous pensez qu'il va attendre tranquillement de voir cela partir comme une proie dans la bouche de ses agresseurs? Jamais il le fera. Donc à partir de ce moment-là, il a mis les choses pas à pas. D'abord en proclamant l'indépendance de la Crimée. Puis, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'en hiver, les eaux territoriales russes sont impraticables. Donc c'est le seul débouché. Ils sont impraticables parce que gelés. Et les brise-glaces, c'est très lent et c'est toujours aléatoire. Donc c'est par la mer Noire que la Russie a un débouché sur le monde. Donc lui prendre la Crimée et l'Ukraine, c'est carrément l'asphyxier. Mais l'Ukraine veut former une légion étrangère pour aider à combattre les Russes. Est-ce qu'on s'achemine vers l'internalisation du conflit? L'internalisation du conflit, attention, là aussi on va un peu vite en besogne. Parce que bon, d'accord, on y est déjà presque, hein, à voir tous les acteurs qui s'excitent. Parce qu'à partir du moment où vous armez, vous participez. Même si vous ne venez pas avec des hommes, vous donnez des moyens, vous participez à la guerre. Donc on est déjà dans un conflit qui est quasi international. Sauf que pour l'instant, les alliés de la Russie ne se sont pas encore déclarés. Ils sont tapis dans l'ombre ou pour l'instant ils sont matois, ils regardent faire en disant le moment venu, quand notre filleul ne pourra plus se défendre tout seul, on viendra à la rescousse. Est-ce que la Russie a des alliés? Parce que tout le monde a condamné la Turquie. La Turquie a condamné, la Chine à demi-mot. La Chine a demi-mot parce que la Chine elle-même a des problématiques géopolitiques à peu semblable même d'ailleurs avec... Oui, parce qu'elle ne voudrait pas qu'on vienne la titiller sur Taïwan et sur Hong Kong. Donc du coup, elle fait semblant. Mais quand ça va chauffer, vous verrez, la Chine va s'aligner directement parce qu'il n'y a aucune raison qu'on trouve une Chine derrière l'OTAN. Ça, c'est même dans les rêves les plus fous, ça n'arrivera pas. Donc à partir de ce moment-là, s'ils veulent internationaliser, ils trouveront un garçon. Alors, Monsieur Kegewe, la légion étrangère que veut former la Russie, est-ce que ce n'est pas la Russie? Non, l'Ukraine. D'abord, quand Zelensky a parlé, on voit vraiment que c'était un comédien. C'est-à-dire que quand je l'ai écouté parler, il mérite le prix Nobel de la naïveté. Voilà. Et on doit fermer le ciel, fermer. La Russie aussi a un ciel. Les alliés de la Russie ont un ciel. Prenez la Chine et tous les pays de la route de la soie. S'ils ferment leur ciel, que feront les Occidentaux? Mais il est complètement naïf. Je ne sais même pas s'il a fait le CP2. Parce que s'il avait fait le CP2, il a étudié un peu la géographie. Il jette un coup d'œil sur la carte de l'Europe, de l'Asie, de l'Union soviétique, et il ne va pas débiter des âneries comme ça. Maintenant, la légion étrangère, c'est de la foutaise. Rappelez-vous, en 1936, une légion étrangère était allée aider les gens contre Franco. Franco les a matés. Proprement, il s'est assis au pouvoir jusqu'à sa mort. Arrêtez ces blagues. Pourquoi les gens ne lisent pas l'histoire? Pourquoi ces dirigeants, ils ne sont pas censés tout connaître? Mais ça ne coûte rien à un dirigeant, qu'il soit européen, américain ou africain, d'avoir à côté de lui un historien pour à chaque fois lui rappeler: ah, monsieur le président, voici ce qui s'était passé en telle année et voici le résultat. Zelensky, il faut l'oublier, il croit qu'à cause de l'Ukraine, tous ces pays de l'OTAN sont prêts à se passer la corde au cou. Personne, je dis bien personne, les Français ne vont pas risquer une bombe atomique sur Paris pour l'Ukraine. Oui, mais la France dit prête à fournir des armes à l'Ukraine. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça ne risque pas de fâcher Poutine? Non, ils ont fait ça en Libye. On a vu ce que ça a donné. Au fait, ce n'est pas aux Ukrainiens. Ce qu'ils font actuellement prouve
Ils ont des ambitions sur d'autres pays de la région qu'ils feront envahir par des terroristes ou bien de soi-disant démocrates, dont les armes vont être accumulées. Sinon, comme l'a dit Maître, on dit qu'on a envoyé combien de lance-roquettes, l'Allemagne a envoyé combien d'antichars, 1000, combien. Tu connais le nombre de chars que l'Union soviétique a? Mais c'est de la foutaise. C'est-à-dire que, comme il l'a dit si bien, l'image est bonne. Toi, tu tiens un couteau suisse ou un couteau de boucher de Cara, et puis, bon, tu veux aller attaquer un char. C'est comme la guerre des Zoulous en Afrique du Sud au 19e siècle. On ouvre la mitrailleuse et puis ils courent tous en criant avec des lances. Mais c'est de la foutaise. Donc Zelensky, moi, à la rigueur, à la limite, j'ai pitié de lui. Mais je dis et je répète que personne n'acceptera. Mais pourquoi Khrouchtchev a reculé devant Kennedy dans l'histoire des missiles de Cuba? Mais parce que Kennedy était prêt à faire la guerre plutôt que d'attendre qu'on vienne mettre des missiles à sa porte. Oui, mais pourquoi aujourd'hui les Américains... Les Américains, avant l'opération militaire russe, étaient ceux qui étaient en avant. Joe Biden promettait tout, mais depuis le déclenchement de l'invasion, on ne l'entend pas beaucoup. Joe Biden est d'abord enfumé, il a l'esprit enfumé par la vieillesse. C'est ce que ça coûte des livres des vieux coulants. Il faut éviter ça. Il a l'esprit enfumé, quelqu'un qui tombe à tout moment quand il grimpe les escaliers de son avion, les escaliers de son palais, il s'écroule. Mais quand vous le mettez devant un Poutine, ça fait un déséquilibre moral et psychique énorme. Il ne faut pas oublier, c'est que la guerre, c'est tous les aspects. Les individus comptent, leur mental compte. Et tu ne peux pas mettre Joe Biden devant Poutine. Donc Joe Biden, je dis Joe Biden sait qu'il ne risque rien parce qu'aucune bombe ne tombera sur les États-Unis d'Amérique. Maintenant, les Français qui s'amusent et qui doivent être conscients qu'ils vont recevoir les premières bombes en cas de guerre nucléaire, c'est d'eux que j'ai pitié. Maintenant, Joe Biden a à Paris son pitbull. Tu connais le pitbull, c'est un chien très méchant là. Son pitbull, c'est Macron, qui l'envoie mordre les mollets de Poutine. Mais Poutine va l'écraser. Poutine avait utilisé ce mot devant Sarkozy. Oui, mais la France... Je t'écrase. Mais la France est une puissance nucléaire aussi. Est-ce que la Russie... Faut-il encore que tu aies le temps de faire partir tes missiles? Il faut que les missiles partent. Ah Monsieur l'ambassadeur, je me rends compte que la retraite vous va si bien parce que vous avez récupéré votre parole naturelle et du coup vous répudiez toute précaution de langage diplomatique. L'Ukraine veut saisir la Cour internationale de justice contre la Russie. Est-ce que vous pensez que c'est, comme avocat, une piste sérieuse? Oui, bon, écoutez, sauf que ici, vous savez, on n'est pas du tout dans une problématique juridique. Hein. Vous savez, pour parler comme un personnage d'un roman de Boris Pasternak, c'est Yulouchek, dans Docteur Zhivago. Il disait au jeune Pichot qui lui demandait pourquoi il fait ça. Il dit, parce que je dois le faire. Mais vous n'avez pas le droit. Il dit, non, mais j'en ai le pouvoir. Ce n'est pas une question de droit, j'en ai le pouvoir. Donc, je le fais. C'est bien de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, allez saisir... Donc, le droit, c'est le pouvoir? Non. Non, attention. Si le droit était le pouvoir, nous n'aurions pas l'Irak, nous n'aurions pas eu la Libye, nous n'aurions pas... Et nous n'aurions même pas eu... Souvenez-vous quand même de cette histoire. Parce qu'à chaque fois, ça me fend le cœur. C'était un 11 septembre aussi. Mais c'était en 1977. Salvador Allende a été assailli dans la présidence, à la Rosada. On l'a forcé à se suicider. Il s'est suicidé pour ne pas vivre l'affront de voir... Mais justement, Pinochet, qui a été installé par les Américains, il avait fait quoi, Salvador Allende? Parce qu'il avait des sensibilités trop soviétiques. C'est pour ça qu'on l'a tué. Alors, ces gens-là, quand ça leur plaît, ils débarquent chez vous, ils installent quelqu'un d'autre, et quand vous êtes menacé par leurs actes, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Eh bien non. Aujourd'hui, vous savez, je me trouve dans la peau de quelqu'un qui, par devers lui, est en train de défendre l'indéfendable. J'ai dit tout à l'heure que je suis contre la raison du plus fort. Et le droit international ne doit pas être la raison du plus fort. On doit se battre pour créer un monde où un pays, si petit soit-il, puisse prétendre au respect et à la dignité devant un pays très grand. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout le schéma que nous avons. Nous avons une communauté internationale qui se résume à 5 pays, en gros, hein,
Si vous voulez compter les États-Unis, l'Union européenne, on va dire ça ensemble, le Canada, et puis c'est tout. Ce sont eux qui décident ce qui est bon pour vous et ce qui est mal pour vous. Alors, du coup, à chaque fois, quand ça leur plaît, ils vous bombardent, parce que personne ne viendra à votre secours. Il faut que des gens, pardonnez-moi de devoir compter sur Poutine, il faut que des gens comme Poutine, comme le frère Xi Jinping, soient là pour dire, attention, si vous faites ça, nous aussi on est capable de boxer. Pour que au moins ces gens comprennent que la force unilatérale ne va pas gouverner le monde trop longtemps. Ils ont trop fait de dégâts. Et aujourd'hui, le premier vecteur de guerre dans le monde, c'est l'OTAN. C'est pas la Russie. Les Russes ne sont jamais venus envahir personne. La seule fois qu'ils l'ont encore fait, tout récemment, c'était en Afghanistan. Quand ils sont partis, qui a pris leur place? Les États-Unis. Pour se rendre compte, 30 ans après, qu'ils ne pouvaient pas faire mieux que les Russes, ils sont partis la queue entre les jambes et ils ont relivré le peuple afghan aux talibans. Vous voyez, les États-Unis, parlons-en, hein, l'une des plus grandes puissances, je dis plus la plus grande parce que maintenant j'en doute. Les États-Unis, citez-moi une seule guerre qu'ils ont gagnée. Au Vietnam, ils ont fait un four. Mais attendez, en Amérique latine, ils ont fait les contrastes ils ont fait les Cristeros, ils ont tout fait. Même en Éthiopie, l'opération Rest Europe. En Somalie. Ah oui, a été un échec, oui. Ça a été un four. Attends, ils ont les plus beaux armements, mais ils ne savent pas faire des guerres et les gagner. Alors, ce sont eux qui maintenant jouent les bouts de feu et envoient les Ukrainiens aller se faire massacrer. Et on va me dire, Poutine est méchant. Dans cette affaire, il n'y a pas un méchant qui s'appelle Poutine et un gentil qui s'appelle Donc, Zelensky. en clair, pour vous, c'est une opportunité entre griffes, hein, ce qui se passe en Ukraine, là, parce que ça permet, selon vous, de redessiner la carte de la géopolitique mondiale. Absolument. Ça doit permettre de rebattre les cartes, parce que l'échiquier politique international a été bouleversé et corrompu par l'ultra-américanisme. Parce que, écoutez, les États-Unis, ils ont le FMI et la Banque mondiale avec eux. Donc ce sont eux qu'on nous envoie. Et le dollar. Bien entendu. Attendez, vous faites toutes les transactions au monde, vous commandez votre blé en dollars, vous achetez votre pétrole en dollars, nous nous habillons, nous autres, en dollars pour du coton que nous avons quand même produit. Vous voyez, donc c'est toujours ça le problème. Et du coup, si vous voulez, cette espèce d'hégémonisme, finalement, qui devient de plus en plus invincible, doit, à un moment donné, trouver au moins un pendant. Quelqu'un doit être là pour dire maintenant ça suffit, faisons autre chose. Oui. Zelensky a saisi quel cours? La Cour internationale de justice. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il a le cerveau d'un enfant de 5 ans. Et la Cour va dire quoi? La Cour va dire aux Russes, arrêtez la guerre, on va juger quand le verdict viendra. On va commander la Russie à des dommages intérêts. Voilà. Ou bien, la Cour va lui dire, bon, tu peux donner ton pays à l'OTAN, on va venir installer les bombes pratiquement sous le lit de Poutine. C'est ce qu'il attend que la Cour lui dise. Je vous dis qu'il n'a rien dans la tête. C'est sûr, quand il dit des âneries comme ça me dit que ce matin, il a reçu un coup de fil ou de Macron, ou de Olaf Scholz, ou de Biden. Biden ne descend même pas jusqu'à appeler Zelensky toutes les 30 minutes. C'est pas possible. Je dis ceci, que les États-Unis d'Amérique n'accepteront jamais qu'un pays qui lui est limitrophe abrite les camps soviétiques. Et ils ont raison. La France n'acceptera jamais que l'Union soviétique vienne cacher des bombes, mettre des bombes en Belgique ou en Corse. Ou en Corse. Elle n'acceptera jamais, et elle a raison. Il y a aussi des tentations de séparatisme en France. La Corse, par exemple. Si la Corse était en Afrique, Paris les aurait soutenus contre le gouvernement central au nom de la démocratie, des droits de l'homme et de la liberté d'expression. C'est au nom de ces trois principes qu'ils foutent le bordel partout. C'est pourquoi nous, les peuples faibles, on doit se rendre compte que quand tu vois un blanc qui parle de démocratie, de droits de l'homme, il faut lui donner un coup de pied au cul parce que tu sais qu'il est venu te baratiner. Ça ne marche pas parce qu'eux-mêmes ne pratiquent pas ça. On va marquer une pause avant de donner ce coup de poing au cul. Une pause. À la reprise, nous évoquerons l'impact de cette guerre
entre la Russie et l'Ukraine sur l'Afrique et les possibilités d'après-guerre. Qu'est-ce qui va se passer après ce conflit ukrainien? Nous en parlons dans la seconde partie et vous devez être très nombreux également à participer à notre débat. N'hésitez pas à nous appeler plus 228 96 46 10 31. Tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Dans 10 minutes, on se retrouve.